Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Bonjour Laetitia. Bonjour Morgane. Je suis hyper contente de te recevoir ici sur le podcast pour cet épisode qui s'annonce, enfin je pense qu'il va être hyper intéressant. Déjà, moi j'ai hyper hâte de l'enregistrer et je pense qu'il va vraiment intéresser les gens qui nous écoutent. Donc merci d'être là d'abord. Avec grand plaisir. Laetitia, tu es donc la Laetitia de Ergo Equine et tu es la créatrice du grand guide des embouchures ou du grand guide Beat Fitting. Et donc, c'est à la publication de ce grand guide que je me suis dit que je voulais vraiment te faire intervenir dans ce podcast parce que je pense que les gens vont s'en rendre compte après, mais je pense qu'on a beaucoup de valeurs communes et je pense vraiment que le guide que tu proposes gagne à être connu. Donc, je suis hyper contente de pouvoir parler de comment t'en es venue cette idée-là, etc., dans cet épisode de podcast. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Laetitia, du coup, pour faire un peu connaissance pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es venue à travailler avec les chevaux? Oui, alors c'était pas une voie très très tracée. Moi, je fais de l'équitation depuis que je suis petite. J'étais dans un département où il n'y avait pas beaucoup de poney club, donc c'était un peu compliqué pour moi de m'adonner à ma passion. En tout cas quand j'étais plus petite. Ouais, Et puis après, voilà, la vie fait que on fait pas plus forcément trop de cheval ou un peu de loin en loin. J'ai eu l'occasion de vraiment bien reprendre, arriver dans ma vie d'adulte et dans la vie active. mhm, Et je me suis retrouvée en fait à travailler surtout des chevaux de propriétaires. Tu sais, dans le bouche à oreille, ah, je connais quelqu'un qui cherche un cheval à travailler, machin, tout ça. ouais, Euh, et j'en suis arrivée à un point où on me confiait surtout des chevaux en rééducation ok, ou des jeunes chevaux. Donc, sujet extrêmement intéressant, hein. Moi, ça m'allait très bien. ouais, Mais qui, bah voilà, en tant que sujet technique, on va dire un peu complexe, mhm, fait forcément se poser plein de questions. ouais, Et en fait, moi, en parallèle à cette époque-là, je travaillais donc pour un très grand avionneur de la région toulousaine ouais, dans la partie jet privé. Et il faut savoir que voilà, dans les jets privés, il y a beaucoup de notions d'ergonomie utilisateur. ok, J'ai été amenée à rencontrer plein de personnes qui travaillaient dans l'ergonomie de manière générale. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de sports dans lesquels il y avait déjà ces notions-là d'adaptation de l'équipement pour le confort, pour la performance, pour éviter les blessures, etc. Et que en équitation, ouais, c'était un petit peu moins, ouais, un peu moins courant. voilà, c'était un petit peu moins courant. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même bête parce que moi, j'ai plein de questions. J'arrive pas forcément à y répondre parce que voilà, je lis plein de choses, alors que sur plein de supports différents, hein, de la publicité, des magazines, des livres, etc. On me dit plein de choses, parce que j'ai eu plein d'instructeurs à cheval différents et qui du coup voilà, se positionnaient un petit peu comme bah, cette personne travaille dans les chevaux depuis très longtemps, Ouais, dresse des chevaux, donc peut-être qu'elle a raison. Et en même temps, d'une personne à l'autre, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très consistantes, et parfois aussi des choses qui n'étaient juste pas cohérentes. ouais, Et du coup, voilà, j'ai commencé à me dire quand même, c'est dommage qu'en équitation, il n'y ait pas, on n'ait pas ce truc-là de s'occuper vraiment de l'impact du matériel sur les chevaux. ouais,
Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à me former. Donc moi, je me suis formée outre-Manche en Angleterre, où ils étaient un petit peu plus avancés sur la question Ok, et où ils avaient tendance à avoir une approche un petit peu plus scientifique, un peu plus calculatoire peut-être, ok, euh, ce qui correspondait bien à ma formation qui est donc plutôt scientifique. Et du coup, j'ai lié tout ça j'ai décidé d'essayer, ok, d'essayer de sortir une méthodologie qui soit répétable. Euh, C'est-à-dire que d'un cheval à l'autre, je puisse, sur les mêmes principes de travail que j'avais créés, retrouver le même genre de résultat. Et je suis arrivée à quelque chose de relativement satisfaisant. Et ok. donc, je me suis lancée comme conseillère en ergonomie de l'équitation, spécialité mort et bridon. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est vrai, c'était une des questions que j'allais te poser justement. Ouais. Bref, en fait, je connaissais déjà des saddle fitters parce que c'était un peu plus développé à l'époque Ouais, que le beat fitting. Et je trouvais l'interface très difficile parce que la selle, c'est du 50-50. C'est, oui, si ça plaît pas au cheval, c'est très très compliqué. Et si ça plaît pas au cavalier, c'est très très compliqué. Donc je trouvais que vraiment l'interface était très difficile. Là où le contact, c'est une aide un peu en dehors, on va dire, ouais, c'est vrai. qui recueille en fait plus du mouvement et du reste des aides, plutôt qu'elle n'est réellement active. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, c'est intéressant par le jeu en fait des chaînes posturales antérieures qui sont reliées directement à la langue, voilà, c'est un petit peu la zone d'effet de ce type de matériel. On peut avoir des choses qui se passent sur la locomotion du cheval. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien? Ouais, hyper intéressant. Parce que effectivement, j'imagine que, alors moi je suis pas bitfiteuse, mais il y a quand un mort va bien à un cheval, le cheval peut avoir une locomotion et on lui change le mort et la locomotion change complètement. Ouais, J'imagine. on va avoir des dégradations dans la posture aussi, même. Ça peut aussi être directement dans la posture. Parce que le mort, c'est pas une orthèse, mais c'est un élément qui peut devenir gênant très Ouais, rapidement. ouais, C'est quand même un peu invasif comme truc, hein. Enfin, tout le matériel, par définition, est invasif, puisque le cheval est toujours de toute façon mieux dans ce matériel. Mais du coup, en termes de potentiel de restriction de mouvement, c'est vrai que la briderie et les embouchures sont quand même assez bien placées, ouais, justement pour avoir un effet assez important, du coup, sur ces chaînes posturales qui vont entraîner, du coup, des difficultés ou une moins bonne mobilité dans la locomotion. ouais. Ok, trop intéressant. Et du coup, tu t'es lancé, c'était... Est-ce que c'était il y a longtemps? Est-ce que tu as exercé longtemps? Oh, ouais, en fait, je me suis lancée en 2018. Ok, J'ai commencé à rassembler un peu toutes les pièces du puzzle en 2015. Donc, tu vois, de 2015 à 2018, tu as fait tes un tests, petit- tes... voilà. J'ai vraiment attendu d'être Ouais. sûre avant de me lancer. Et spoiler, je ne l'étais pas quand je me suis lancée. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, faut se dire, faut y aller, quoi. Ouais, Et au début, en fait, j'avais fait un business plan très peu ambitieux en me disant, je vais garder mon travail dans l'aéronautique et puis à côté, je ferai un peu de beat-fitting et ça sera cool. Sauf que ça a très bien marché. Euh, ok, j'ai beaucoup de gens qui étaient en fait en demande vraiment et en attente aussi peut-être d'une approche un peu différente de ce qu'ils avaient pu connaître. Et en fait, c'est allé très vite et je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas.
garder deux activités. Ok, Euh, donc j'ai décidé de me lancer à 100% sur le beat fitting. Et j'ai été à 100% sur cette activité jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Donc, ok, euh, donc ouais, c'était quand même... et j'en ai vécu à 100% exclusivement de cette activité ouais, pendant plusieurs années. Ouais. ok, trop bien. Et du coup, ton métier, il consistait à l'époque pour qu'on se représente un petit peu ce que ça peut être qu'une, comment on peut appeler ça, consultation ou Mhm. séance avec quelqu'un qui travaille sur l'ergonomie du matériel. C'est tu vas dans les écuries, tu regardes, j'imagine, comment le cheval Ouais. est fait, En fait, il y a t'essayes des plusieurs trucs. phases. Il y a une phase en amont, qui est la phase, on va dire, d'anamnèse. On fait un tour du propriétaire Ouais, pour savoir ben, voilà, pourquoi déjà il y a le besoin d'appeler un bitfitter. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose à améliorer? Est-ce que c'est parce qu'il y a une recherche de performance? Il peut y avoir plein de raisons différentes à ça. Quel est l'historique du cheval par rapport à cette sphère-là ouais, de matériel? Est-ce que ça s'est toujours bien passé? Est-ce que ça s'est plutôt toujours mal passé? Est-ce que c'est fluctuant, etc. Est-ce que tout va bien? Parce qu'il faut savoir que le fitting, ça vient quand même tout en bout de chaîne. Il faut ouais, faut que le cheval soit bien, il faut qu'il soit suivi en dentisterie, que niveau ostéo, ça aille aussi, que la selle soit adaptée. Et ensuite seulement, c'est intéressant de regarder la briderie et l'embouchure. Euh, c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins pertinent de le faire avant tout ça. Donc, c'est vraiment un bout de chaîne. Et donc, c'est faire un petit peu le tour, voilà, savoir pourquoi, comment, et commencer déjà à dégager un petit peu potentiellement des solutions techniques qui pourraient, parce que voilà, il y a une partie, euh, on va dire, de spéculation. ouais, Je pense que ça peut être comme ça parce qu'il y a ceci, cela. Et il y a une partie qui est liée à l'expérience. Plus on voit de chevaux, plus on a de cas pour pouvoir alimenter les cas suivants dans la réflexion. ouais. Euh, Ensuite, après cette phase qui est en amont, il y a la séance à proprement parler, qui de mon côté durait entre 1 heure et demie et 2 heures. Pas à cheval, Ok, c'est 1 heure maximum à cheval, puisqu'il y a il y a des nécessités en fait pour que la séance se passe bien, que ni cheval ni cavalier ne soient trop fatigués, ouais, et qu'ils puissent enregistrer les différentes informations qui se présentent à eux. Donc, moi, j'avais une règle interne ouais. qui était qu'on ne passe pas plus d'1 heure à cheval maximum et qu'on n'essaie pas plus de 4 combinaisons, mort Ok, et bridon. ok, 5 si vraiment c'est trop compliqué ou voilà, un cas un peu complexe, etc., ça peut arriver. Mais pas plus que ça parce que au-delà, ni le cheval ni le cavalier n'est capable de faire le tri dans ses sensations ouais, et de se réadapter plus que ça à d'autres choses. Donc, voilà, pour que ça soit efficace, en fait, ouais, il faut respecter les schémas d'apprentissage à la fois du cavalier et du cheval, puis les biais aussi qui peuvent s'appliquer dessus. ouais, Parce qu'une chose est sûre, c'est que si on essaie 10 morts dans la séance, je vous dis, hey, le huitième, c'était le bon. Bah, vous me croyez sur parole, parce que vous et en ouais, avez marre. Et votre ouais, cheval, il est rôti de toute façon. Donc, c'est vrai. voilà, ça évite de se mettre dans cette posture-là et d'avoir un vrai feedback, en fait, de la part du cavalier et du cheval, parce qu'on Ouais, observe aussi évidemment beaucoup le cheval. Et, euh, et ça permet d'avoir voilà, vraiment un vrai point de référence et regarder ensuite. Et donc la partie avant de monter, c'est une partie où on a de la palpation, on va regarder l'anatomie, est-ce que tout va bien, la santé buccale, les dents, le dos, la sphère ATM, etc. On regarde un petit peu s'il n'y a pas de restriction, si tous les mouvements déjà, cheval à froid non équipé, sont OK ouais, pour justement aller gratter peut-être des choses qui pourraient être intéressantes sur la séance technique à proprement parler ouais. derrière.
Et il y a une troisième phase qui est post-séance, parce que généralement, la séance, c'est un exercice en soi. Et du coup, tout le monde, pour retenir toutes ces informations, c'est pas toujours facile. Et donc, après, je rédigeais des comptes rendus très complets avec toutes les combinaisons qu'on a essayées, les observations qu'on a menées, les avis qu'il y avait, le comportement du cheval, enfin voilà, toutes ces choses-là. Qu'ensuite, en fait, le cavalier ou la cavalière que j'avais vu en séance puisse avoir toutes les clés pour faire des choix matériels en conséquence. Ok, trop bien. Ouais, donc une fois qu'on a fait ça, on a du contenu pour faire les choix. Effectivement, ouais, j'imagine. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et c'est pas toujours évident. Moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'il y ait des gens qui me rappellent derrière en me disant ah, mais je me rappelle plus trop Ouais, tout ça. Ou ah, j'étais bien sur celui-là, mais quand même, comme on hésitait un petit peu entre deux, qu'est-ce que t'en penses? Et il y a un vrai travail d'accompagnement derrière. C'est pas un one shot. Genre, ouais, je viens, je te dis c'est ça qu'il te faut et je repars et tu me revois plus jamais. ouais, Il y a vraiment une idée de suivi, quoi. ouais. Ouais, et puis en plus, enfin, on va en parler après, mais il y a une notion dont tu parles dans le grand guide là qui est hyper intéressante, c'est qu'il y a aussi des combinaisons qui peuvent aller à un moment donné. Mm, exactement, ouais. C'est le propre du travail sur le vivant, Et ouais, c'est que c'est très fluctuant, tout ouais, simplement. Et il faut pas vouloir aller trop vite en besogne non plus, parce qu'au même titre que nous, on ne s'adapte pas comme ça en claquant des doigts à des changements dans notre environnement, nos habitudes, etc. Ben, c'est exactement pareil pour les chevaux. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Et, ouais, laisser le temps que les apprentissages puissent s'ancrer. Voilà. Et ouais, quand ils sont bien faits à la base, on se donne forcément plus de chances que ça aboutisse, quoi. ouais, trop bien, trop intéressant. Et du coup, il y a quelque chose que enfin moi du coup, je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. Cool. Et il y a quand même un truc que je trouve hyper intéressant sur ce que tu partages, c'est que je trouve qu'il y a tu fais beaucoup de pédagogie autour de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement tu viens à la séance, enfin de toute façon on s'en rend compte je pense de la manière dont tu t'exprimes là, mais c'est pas tu viens, tu dis c'est ça qui allait le mieux, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te porte aussi, c'est d'expliquer aux gens comment ça marche, pourquoi potentiellement, etc. etc. Euh, est-ce que ouais, pourquoi t'en es venu? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi dès le départ? Ou pourquoi t'en es venu à vraiment faire peut-être de plus en plus de pédagogie? Je pense, alors c'est comme ça dès le départ, ça je peux Ouais, répondre rapidement à ouais, à cette question, parce que c'est comme ça que moi aussi je fonctionne. Moi, j'aime bien comprendre les ouais, choses. J'aime bien savoir comment ça marche. C'est voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis tournée vers l'ingénierie, hein. ouais, Pas trop de hasard là-dedans. Euh, J'aime bien savoir comment ça marche. J'aime bien comprendre et j'aime bien confronter ce qu'on me dit. Alors, je doute beaucoup de moi surtout, ouais, mais j'ai aussi un doute raisonnable sur ce qu'on me raconte. Voilà, c'est ouais, mon premier réflexe, ça va être de dire, OK, je prends cette information, je prends une autre information, et puis après, je vais regarder les deux informations et regarder un petit peu ce que ça dit. ouais, Donc, c'est déjà une manière de fonctionner que j'ai naturellement. Du coup, je pense que je l'ai transposé aussi tout simplement dans ce que je faisais avec les chevaux. Et ensuite, c'est peut-être par démarche un peu égoïste, parce que je me suis rendu compte, du coup, en tant que professionnel, ouais, que quand j'allais sur des séances avec des gens qui connaissaient déjà ce que c'était le beat fitting, qui avaient déjà des connaissances sur le sujet, et qui étaient capables, du coup, de vraiment avoir une discussion technique là-dessus, déjà les séances étaient beaucoup moins fatigantes pour moi, ouais, beaucoup plus efficace et finalement beaucoup plus instructive pour tout le monde parce qu'on pouvait vraiment aller dans la technicité, vraiment un peu dans le fond des choses. Et du coup,
bah, c'est plus confortable et c'est plus intéressant pour moi. Ça faisait des séances aussi qui étaient plus stimulantes de mon côté. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est quand même bien quand les gens ils sont un peu au courant, parce que bah, du coup, on peut vraiment aller dans le concret et c'est super confortable. Et du coup, c'est ça que je voudrais. C'est qu'en gros, les connaissances de base, elles soient acquises et que parce que c'est acquis, et ben, on peut aller un peu plus gratter Ouais. les choses, quoi. Trop bien, trop cool. Eh ben, la transition est toute faite parce que ma question suivante, c'est comment t'en es venue? Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus qui t'a amené à créer ce fameux grand guide? Pardon, juste avant de commencer, est-ce que peut-être tu peux nous dire, on peut peut-être juste rapidement dire ce que c'est que ce grand guide, parce qu'on le cite depuis le début, mais en fait, on n'a pas dit ce que c'était. Oui, Donc, est-ce que tu peux c'est nous vrai. dire un petit peu ce que c'est, en quoi il consiste? Alors, c'est un outil. Je pense que c'est le meilleur qualificatif qu'on peut placer sur le grand guide. C'est un Ouais, outil qui est gratuit, ouais, accessible à tout le monde, sur un format qui permet un chargement dans des situations pas toujours faciles, comme par exemple dans des écuries, ouais, euh, et dans lequel on va pouvoir retrouver tout un tas d'informations. Alors, c'est 90% de l'hypologie et vraiment de la connaissance du cheval autour des thématiques de la briderie et des embouchures. Donc, ça va être des thématiques sur la codification, sur le contact en lui-même, sur l'anatomie, la physiologie du cheval, les schémas d'apprentissage, etc., etc. Et une partie un petit peu plus technique, on va dire, qui concerne les objets du contact, donc vraiment le matériel. Et donc, il y a une section qui est euh, pour les embouchures vraiment en elles-mêmes et d'autres chapitres qui sont consacrés aux enmasures et à des pièces diverses de briderie qui sont en relation avec. ouais, ok. Donc, en fait, c'est, ouais, moi, tu vois, c'est effectivement, on en parlait en off avant de commencer, à mi-chemin entre le site internet, presque le blog et le livre. C'est vraiment un site internet qui est à dispo et sur lequel il y a plein de chapitres autour pour comment dire? Ouais, pour acquérir vraiment beaucoup de connaissances autour du fonctionnement du cheval en termes d'hypologie et de briderie. C'est hyper complet, hyper intéressant. Là, juste, je place, parce que moi, du coup, j'ai lu une partie et parcouru une autre et vraiment, j'adore le concept. On pourrait y passer des heures et des heures pour vraiment maîtriser toutes les notions. C'est des cours, enfin, c'est un cours en ligne, en fait, presque. Euh, et du coup, ouais, comment t'en es venu à créer cet outil-là? Bah, il y a eu plusieurs choses. Ouais, Euh, D'abord, bon, il y a eu le Covid, très ouais, original, qui a beaucoup modifié ma façon de travailler, bah, parce que quand on peut plus se déplacer, comment est-ce qu'on fait finalement pour aider les cavaliers, les cavalières avec ces questions-là de matériel? Donc, j'ai renforcé un petit peu l'aspect pédagogie via les réseaux sociaux à cette période-là. Et j'ai proposé du suivi et de l'accompagnement en dématérialisé, qui a très bien marché, qui a été un vrai exercice pour moi. Donc, ouais, c'était super, super intéressant. Euh, et là, je me suis dit, ah, quand même, ça veut dire qu'il y a un chaînon manquant, en fait. ouais, C'est, là, ok, on est là. Bon, on peut pas trop aller s'occuper des chevaux et tout ça, mais peut-être que pour après cette période compliquée, ça serait peut-être intéressant de centraliser un petit peu les informations. De là, j'ai fait plusieurs constats. C'est que, bon, déjà, moi, j'avais un contenu déjà assez riche entre les réseaux sociaux et le blog, mais pas du tout organisé. Et je me retrouvais souvent avec des gens qui venaient me poser des questions euh, et où j'étais obligée de chercher sur mon propre site ouais, le lien ou le paragraphe pour aller chercher cette information et je perdais beaucoup de temps.
Mm. Et je pouvais pas juste dire aux gens, va sur ce site, va dans le blog et peut-être un jour trouveras-tu ce que tu cherches. Euh, donc ça, l'accès aussi, puisque en fait des ressources sur la thématique, il en existe, mais pas forcément en langue française Mm. et pas forcément en accès libre. Ouais. Donc ça, c'était le deuxième truc, de me dire, bah, tout le monde ne parle pas anglais, hein. Donc ça serait bien d'avoir quand même un contenu en langue française, et ça serait bien que ce soit accessible à tout le monde. Sauf que ça représente une somme de travail Ouais. ahurissante. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça gratuit et accessible à tout le monde? Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et le dernier constat, c'est que bah, moi, j'avais vraiment envie que les gens puissent s'autonomiser sur Mm. la question du contact. Ouais. Parce que j'estime, et c'est très personnel, hein, mais j'estime qu'il y a des choses un peu de base, des connaissances vraiment de base, qui tiennent de choses factuelles, hein, c'est vraiment des faits, et qui sont assez régulièrement bousillées par des grosses idées reçues. Ouais. On a toujours fait comme ça, des moi mon cheval, ça lui va très bien, voilà. Donc, remettre un petit peu de faits, de factuels, de science, peut-être un peu aussi là-dedans, de la façon la plus neutre possible. Ouais. Et là, on revient à nouveau sur une question de coût, puisque Ouais. la neutralité a un coût aussi quand même mine de rien. Et je voulais aussi donc un outil qui soit évolutif. Parce qu'au départ, j'ai pensé à un livre, Mhm. évidemment. Il y a d'autres livres d'ailleurs sur le beatfitting qui sont sortis, plus ou moins intéressants, plus ou moins bien faits. Mais le livre me posait l'énorme problème que s'il y avait besoin de faire évoluer le contenu, parce Ouais. que, je sais pas, les connaissances évoluent, parce qu'on a trouvé que finalement tout ce qui était là doit changer ou évoluer, c'est pas possible. Ouais. C'est figé dans le temps et c'est comme ça. Et tout le monde ne va pas forcément non plus avoir la démarche d'aller acheter un livre et le garder avec soi en allant aux écuries, rechercher dans les chapitres, etc. Donc je me suis dit comment faire. Ouais. Et c'est là du coup qu'est née l'idée de faire un grand guide qui soit financé au moment de sa création Ouais. pour pouvoir être accessible derrière gratuitement à tout le monde. Et donc, j'ai fait tout simplement une cagnotte Ulule Ouais. pour porter le projet et pour dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Ça serait une espèce de contribution à l'équitation en général qui pourrait être cool. Si ça vous dit, donnez des sous. Ouais. Et, euh, ça a très très bien marché puisque non seulement je suis allée au bout de la levée de fonds, mais en plus on a dépassé l'objectif qui était fixé initialement. Ok. Il y a 214 donateurs et donatrices à qui on peut dire merci Grave. pour la création du Grand Guide des embouchures. Et de là, j'ai eu un an de travail derrière Ouais. pour refondre entièrement le site et en faire du coup le grand guide qui est disponible maintenant là depuis mi-septembre. Ouais. Trop bien. Trop cool. Et effectivement, moi, je suis allée le parcourir du coup. C'est hyper complet en termes d'infos. On y apprend des tonnes de choses. Et c'est ouais, vraiment passionnant. Donc là, je vais mettre le petit moment de pub. Donc déjà, merci aux 214 contributeurs. Oui. Merci à toi de l'avoir créé. Et clairement, si vous êtes intéressé par le fonctionnement du cheval, etc., ce dont je n'ai pas de doute si vous écoutez cet épisode de podcast, allez regarder ce grand guide parce que c'est une mine d'infos qui est passionnant et qui va, je pense,
enrichir, j'allais dire remettre en question, mais pas forcément, mais qui va enrichir en tout cas votre pratique et votre vision du cheval. Donc c'est ouais, vraiment génial d'avoir fait ça et de l'avoir rendu gratuit aussi. Pour, Ouais, ça, c'était très, très important pour moi. bah ouais, parce Ouais. que tu vois, je me disais qu'il y a enfin, tu aurais pu faire une formation en ligne aussi, tu vois, par exemple. Mm. Ah oui, la formation en ligne, ça rapporte beaucoup de sous. Ouais, C'est un très bon business model, mais c'est pas de ça dont j'avais envie. Je- Encore une fois, c'est un truc hyper personnel, mais je pense vraiment que pour des choses assez basiques, parce que je considère, alors oui, il y a beaucoup d'infos dans le grand ouais, guide, ça c'est clair, mais je considère que c'est des choses qui devraient être sues. ouais, Et, ouais, et donc pour moi, alors c'est peut-être une fausse impression aussi, hein, mais pour moi, le fait de rendre ça payant euh, pour l'accès, ça me posait un problème sur le concept ouais, déjà. C'est voilà. De la formation, j'en ai fait. J'ai formé trois personnes à ma méthodologie en beat-fitting. Et c'était totalement différent comme genre d'offre. C'est pas du tout le même contenu, c'est pas du tout le même but. Voilà. ouais, Le- la lecture du Grand Guide des embouchures vous permettra d'avoir plein de connaissances sur le sujet, d'éviter de vous faire avoir par des ouais, argumentaires marketing un peu foireux, de pouvoir vous retrouver devant des rayons en sellerie en ayant un regard critique sur le matériel que vous voyez, que vous choisissez. Savoir reconnaître chez votre cheval ce qui peut aller ou ne pas aller dans le matériel que vous avez, mais ça ne fera pas de vous un beatfitter, hein, ouais, clairement. ouais. Si c'était si facile, il y en aurait peut-être beaucoup plus. Je ne sais pas. Ce serait Ou peut-être pas un beaucoup moins, métier, en fait. ouais, ou beaucoup Ouais, moins de voilà. Ce serait chevaux en peut-être pas un galère métier. avec leur matériel aussi, C'est peut-être. ça. C'est ça. Faut se dire que vraiment, le beat fitting, enfin, en tout cas, moi, la vision que j'en ai et qui a fait aussi ma façon de travailler hein, pendant ces années de conseil, c'est que pour moi, le beat fitting, c'est quelque chose de technique. Ouais, C'est pas quelque chose où il y a voilà, que de la théorie et de l'hypologie. Il y en a, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est avoir quelqu'un qui a plein de références différentes, euh, qui comprend votre problème et qui va vers des solutions techniques qui peuvent être intéressantes. C'est ça qui est intéressant dans le beat fitting. ouais, Donc voilà, ça allait mieux avec la vision que j'avais des choses. ouais, ouais, carrément. Ok. Et tu vois, tu parlais d'infos. Moi, j'adore aussi ces fameuses infos que, effectivement, quand on te les donne, tu dis, ah ben ouais, mais pourquoi je savais pas ça? Enfin, tu sais, Mm. il y a ce truc de, mais tout le monde devrait savoir ça. Et moi, je te suivais et j'ai suivi aussi tes modules enfin, je pense que c'est des modules de formation, on peut appeler ça comme ça, dans deux projets. Je l'ai vu dans Blooming Riders, il me Oui, semble, et dans le projet Évolution de Pierre Beaupère, effectivement. Ouais, ouais. où tu fais des apparitions et notamment un moment où tu dis, alors je vais y mettre mes mots, hein, mais il y a quelque chose dont on ne parle jamais. Enfin non, quand on présente un mort, on le présente toujours sur un squelette et on Mm. oublie que dans une bouche, il y a la langue. Et je me suis dit, mais bah oui, enfin tu vois. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de ce genre de moment où tu te dis, bah évidemment, bah maintenant qu'elle le dit, évidemment que du coup, tu parles aussi du fait que c'est important sur un mort droit notamment d'avoir un passage de langue. Mm. Et du coup, enfin, ça fait tout son sens en fait, Ouais. Mais effectivement. un passage de langue suffisant, pas Et ouais, les petits passages de langue de 20 millimètres là, il n'y a pas de bah langue ouais. qui passe là-dessous. Hein. Ouais. Bah ouais, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé ça dans le grand guide, là. C'est que du coup, il y a des schémas, il y a des dessins qui nous permettent de nous rendre compte. Il y a même des photos de dissection. Oui, J'ai retrouvé le mot. Il y a des photos de dissection qui nous permettent aussi de nous rendre compte du volume, en fait. ouais, ouais, ouais. Tu vois? Parce qu'effectivement, c'est difficile de se rendre compte du volume de la langue, par exemple, quand on n'a pas tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et du coup, ça remet évidemment en perspective
le choix de notre matériel. Enfin, ça me semble. Ouais. Ouais, bah c'est aussi totalement le but. Bah ouais. Bah C'est ouais. pas d'empêcher les cavaliers de dormir, mais c'est juste de Ouais. savoir que, voilà, quand quelqu'un va vous dire, par exemple, il y a un argument que j'ai vu il y a pas longtemps, là, tourné sur les réseaux, où beaucoup de gens m'ont écrit, d'un commercial qui expliquait que son mort était super parce que ben, quand il entrait en contact avec les dents, comme il était mou, il faisait pas mal. Ah ouais. Voilà. Et là, du coup, il y a plein de gens qui ont répondu sous la vidéo, et ça c'est génial, en disant, ben, enfin, monsieur, le mort, il n'est pas censé toucher les dents. Hein. Faut aller lire le grand guide des embouchures. Et du coup, c'était génial parce que, ben voilà, c'est clairement un argument. Je pense que si on ne le sait pas, ou si, par exemple, on a toujours appris à régler le mort avec les deux plis aux commissures, Ouais. on ne se rend pas compte qu'en fait, il y a une histoire de contact accidentel avec les dents qui ne doit pas advenir. Et que du coup, bah, cet argument de vente Ouais. bah, est complètement fallacieux, en fait. Ouais. Donc, ça fait partie des choses où, voilà, ça permet de faire un pas de côté et de dire, attends, 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 Ouais. 2 minutes. Ouais. Et ce que je voulais faire aussi avec le grand guide, c'est vraiment donner deux niveaux de lecture. En fait, en arrivant dans un chapitre, il y a bon, l'introduction du chapitre, hein, de quoi ça va parler, etc. Et il y a un petit encart jaune avec, en bref, qui est vraiment un résumé hyper, hyper, hyper condensé de l'article, qu'on peut lire en 30 secondes, top Ouais. chrono. Et si on a envie d'aller un peu plus loin, d'approfondir un principe ou quoi, et ben on peut dérouler le chapitre et en avant, c'est parti. Et donc, c'est vraiment dans l'idée de se dire, ah là, j'ai un doute, je Ouais. suis aux écuries, je suis dans une sellerie, je suis devant un commercial qui me dit n'importe quoi. Je prends mon téléphone, je charge le grand guide des embouchures, je vais sur bitfitting.fr, je peux l'ouvrir parce que il est fait pour fonctionner là où il n'y a pas trop de réseau. Ouais. Ouais. Et je peux, en un coup d'œil, me dire, ah ok, j'ai peut-être eu raison d'avoir un doute parce que effectivement, il faudrait approfondir le sujet. Ouais. Voilà, c'est complètement pour ça qu'il est fait. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, tu vois, tu dis même, là, je revois enfin, une situation que j'ai vécue, enfin, dont j'ai été témoin là récemment, où je suis allée dans une sellerie, et tu sais, le genre de sellerie où tu as ce mur de mort Oui, là. Et il y avait mais, des tonnes de références en tonnes de tailles, en tonnes de matériaux, etc. Et où une petite jeune adolescente vient et dit je voudrais changer le mort de mon poney. Donc, trop bien. Et là, bah, la conseillère lui dit bah, c'est quel genre de poney? Est-ce qu'il tire fort sur les rênes? Machin et tout. Et donc, elle est repartie, classique, elle est repartie avec un PSOA oh non. parce que en mort simple, son cheval, il tire trop fort. Et là, Ok. donc mon petit cœur d'enseignant d'équitation a dit aïe, 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 aïe. Et pareil, je me suis dit, mais oh là là, mais enfin, en fait, c'est terrible pour Ouais. moi ce qui s'est passé, tu vois, parce que le poney, déjà, bon, voilà, un poney qui tire trop fort sur les rênes, il y a 12 millions d'autres trucs à faire Mm. avant que d'aller lui mettre un mort plus fort, plus fin, plus je ne sais pas quoi. Mais il y a aussi ce truc de bah, cette jeune fille, alors là, pour le coup, elle était assez jeune, Mm. mais elle arrive devant ce mur de mort, et en fait, elle n'a pas d'autre choix que de faire confiance Ouais, c'est à ce qu'on ça. lui raconte parce qu'elle a zéro info sur enfin, voilà, pour s'orienter vers un mort ou un autre, quoi. Ouais. Ah, il y a ça aussi. C'est aussi le fait d'avoir des connaissances. Ça permet aussi de remettre en question certains arguments d'autorité Ouais, auxquels on peut faire face en tant que cavalier, quoi. Puis c'est super contre-intuitif aussi. Moi, j'ai plein d'anecdotes de séances voilà, sur des chevaux qui avaient tendance à embarquer, à chauffer, à charger les obstacles, à embarquer les gamines. ouais, Truc, où ben, en fait, tu vas proposer une solution technique qui va à l'encontre de ce qu'on t'a appris, ouais, c'est-à-dire monter dans l'échelle de la sévérité du matériel
pour décourager finalement le cheval de s'exprimer par ce moyen-là. Ouais, Et du coup, ben, quand tu dis, bon, ben, ça, là, le PSOA avec tous les machins, ouais. on le tège, et on va partir sur un simple brisure à nos libres, il y a quelques cavaliers qui ont un peu bugué, je peux Et te ouais, le garantir. ouais, tu Mais m'étonnes. au final, bah, c'était quand même ça la solution, parce que Ouais, le fait d'exprimer ça comme ça veut dire quelque chose, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à écouter, qu'il y ouais, a quelque chose à faire vraiment au niveau équitation que le matériel ne peut pas compenser, en fait. ouais, ouais. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Et puis ça donne aussi plein de pistes, tu vois. Moi, rien qu'en ayant lu, parce que ça m'a pas pris beaucoup de temps, tu vois. J'ai regardé tes vidéos sur les autres programmes et ça m'a un peu éveillé sur des trucs. Et moi, en ce moment, mon cheval, il est en mort droit. Et le dernier coup, j'ai pris un cours avec un professionnel pareil en travail à l'épaule. Et il y avait ce truc de mon cheval qui restait relativement droit et qui avait la même réaction presque si je tirais sur ma reine droite ou sur ma reine gauche. Tu vois? Et donc, c'est hyper intéressant parce que le gars me disait, non, mais il y a un problème dans l'éducation de ton cheval, etc. Il veut pas plier sa tête ou je ne sais quoi. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bah, il y a un mort droit. Et moi, j'ai lu dans les trucs de Ergo Equine que bah, le mort droit, en fait, il y a très peu de dissociation de l'information de droite et gauche. Donc, ça me semblait assez. Tout de suite, je me suis dit, bah, ok, bien sûr, et mon cheval, ok, mais je suis repartie chez moi et je me suis dit, bah, en fait, si je veux une dissociation, il faut peut-être que je change de mort aussi, tu vois. Oui, oui, tu n'avais peut-être pas le bon outil pour la bonne situation. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet aussi de nous poser ces questions-là et de sortir un peu de... Enfin, en tout cas, de nous poser des questions qui nous permettent de sortir de mon cheval est mal éduqué, je fais mal les choses, je suis nul, on est nul, etc., etc. Donc, avoir des connaissances, ça amène aussi ça. Ça amène aussi ce truc de dire, bah ok, ça marche pas. Où est-ce que Ouais. le truc peut bugger, quoi? C'est ça aussi qui a de bien quand ben voilà, on acquiert des connaissances, c'est qu'on est encore plus facilement capable de faire ce pas de côté Ouais, et de regarder sa situation d'un œil un peu critique. Et c'est super dur hein, en tant que cavalier ouais, d'avoir un œil critique sur sa situation, c'est vraiment pas simple. Mais d'avoir du coup la possibilité de trouver des réponses euh, à ce genre de questions qu'on peut se poser, ben, c'est quand même un confort supplémentaire, quoi. ouais, Puis là, voilà, moi je dis, j'ai vraiment fait en sorte de garder une neutralité très forte dans le grand guide des embouchures. ouais, Voilà, il n'y a pas de photo de mort en particulier. Dès que c'était le cas, j'ai plutôt remplacé par des schémas. Il n'y a pas de marque qui est citée, il n'y a pas de partenariat qui est développé sur le grand guide. Et c'est justement pour garder ce truc-là, de dire, OK, ce qui est présenté dans le grand guide des embouchures, c'est factuel. ouais, C'est pas influencé par un argument d'autorité, par la nécessité de vendre du matériel, par l'intérêt qu'il se passe ceci ou cela pour votre cheval. C'est juste, voilà, vous avez un cheval qui fonctionne comme ça, dans sa bouche, c'est comme ça, et donc les principes de base qui s'appliquent, c'est cela. ouais, ouais. Hyper intéressant. Euh, J'ai peut-être une question un peu plus. Je sais pas si ça va être facile à répondre, je te le préviens tout de suite. Ok. Mais à la fois, je pense que tu vas pouvoir avoir une bonne réponse. Je me dis, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, il y en a sûrement qui, maintenant, après avoir écouté les 40 premières minutes de notre conversation, se disent, oh là là, oh là là, oh là là, je suis pas sûre, je suis plus sûre que ma briderie aille à mon cheval, en fait. Mm. Si ça se trouve, c'est complètement inadapté. Euh, Est-ce que tu aurais, et c'est là où je pense que c'est pas complètement facile de répondre à cette question, des signaux à nous dire, enfin, tu vois, à nous donner de, bah, potentiellement, votre briderie, c'est cata et faites tout de suite quelque chose, ou bah, ça doit aller pas si mal. Bah, en fait.
En fait, c'est pas simple d'y répondre parce que il peut y avoir plein d'indices Ouais, qu'on qu'on corrèle pas forcément à du matériel inadapté. Par exemple, euh, un cheval qui va creuser le dos et avoir les postérieurs un peu à la traîne, du mal à s'engager sur ses postérieurs, on va peut-être plus facilement le relier à un problème ostéo ou un problème de selle que à un problème potentiellement sur la briderie, l'embouchure, l'emmasure, peu importe. Alors que, bah, en vrai, il peut vraiment y avoir un lien de cause à effet. Il y a des signes qui sont hyper évidents, par exemple la bouche qui bouge beaucoup, le cheval qui sort la langue, qui la passe par-dessus le mors, qui grince des dents, qui s'enferme très fort devant. Ça, tout ça, c'est des indices un peu évidents, on va dire, de problématiques qu'on peut avoir avec son matériel. Mais en même temps, il y a des chevaux aussi où leur matériel va pas du tout et en fait, ils se sont un peu résignés et du coup, les indices sont un peu moins faciles à voir. ouais, Donc, c'est en ça que c'est complexe de répondre à la question, mais ça me permet de dire quelque chose que je pense très important, c'est qu'il faut se déculpabiliser ouais, aussi un peu en tant que cavalier, parce que les cavaliers qui, bah justement, font très attention à tout ça, qui se renseignent beaucoup, qui se forment, qui ont leur cheval qui est super bien suivi, qui eux-mêmes font en sorte d'être de meilleurs cavaliers, etc. Et c'est très certainement une grande partie aussi de ton auditoire, ouais, euh, ont tendance à être un peu dans la culpabilisation de ah, je savais pas, j'ai mal fait, c'est pas bien, je suis une horrible personne pour mon cheval et ouais, c'est affreux. Faut, voilà. ouais, C'est pas, c'est sûr que c'est difficile de pas partir dans ces schémas-là, mais faut souffler un peu. Ça reste du matériel, ça reste pour une activité dont ni la vie de votre cheval ni la vôtre ne dépend. mm, Donc, on va s'en sortir. ouais, L'essentiel, c'est de finir par le savoir, par avoir l'information et par adopter les comportements et les solutions qui vont bien en face. ouais. Ce qui s'est passé avant, bah, ça s'est passé avant. On a tous fait des erreurs à cheval, tous, c'est sans aucune exception. On en fait toujours même. On en fera d'autres, voilà. Mais voilà, faut sortir un peu de ce schéma de culpabilisation. Et après, être capable de se dire, bon ben voilà, là par exemple, l'ostéo, ça fait 3 fois qu'il vient, 3 fois qu'il me dit que l'ATM à droite, c'est verrouillé. Ouais. Qui est-ce que je peux ATM, faire venir? pardon, Ouais, je vais juste pardon, traduire. ATM. articulation, ouais. Temporomandibulaire, Ouais, pardon. d'accord. Euh, qui est voilà, verrouillé un peu tout le temps, où mon cheval a du mal à voilà, se mettre en flexion d'un côté. Comment est-ce que je peux faire pour faire venir la bonne personne? Parce que se faire aider, en fait, c'est bah, le bon réflexe là-dedans. On ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Je vais prendre mon exemple personnel, hein, je sais plein de choses sur le matériel de manière générale. Je sais dire en regardant le cheval et le cavalier fonctionner si quelque chose va, quelque chose ne va pas et comment faire pour le résoudre. Je peux le dire par exemple aussi pour la selle. Ouais, Je sais euh, reconnaître si une selle va ou pas, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Après, c'est du domaine du saddle fitter qui va pouvoir aller plus loin dans l'investigation, etc. Donc, je pense ouais, qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas forcément tout de suite détecter les bons indices ou de ne pas tout de suite les relier à la bonne cause racine. Mais par contre, avoir le réflexe de dire, OK, ça, je sais pas, ou ça, j'ai un doute. Et il y a des gens qui savent mieux, dont c'est le métier, et qui sont susceptibles de m'aider. ouais. Ok, trop intéressant. J'ai peut-être une dernière question avant ma question un peu routine de fin d'épisode. Je me pose la question, tu vois, parce que pour moi, la technique du cavalier, le niveau équestre du cavalier, a un impact Mhm. aussi. Est-ce que, tu vois, ma question, c'est
Est-ce qu'il y a peut-être un niveau à partir duquel on va se poser la question de l'adaptation? Tu vois, genre, on met un truc qui va globalement pas trop mal, et à partir d'un certain niveau, on va se poser la question d'aller un peu plus finement dans les réglages de la briderie. Ou est-ce que, enfin, tu vois, ou est-ce que il faut absolument, peu importe le niveau du cheval et du cavalier d'ailleurs, tout de suite avoir le mort, tu vois, genre The One ou la briderie. Ouais. Bah, en fait, c'est cette question qui est pas facile. Ok. Parce que, comment exprimer ça? Dans l'idéal, c'est sûr que ce serait mieux d'avoir tout de suite un matériel qui est bien adapté et c'est cool. Mais c'est très vrai aussi que alors les embouchures particulièrement peuvent être des outils très techniques. Ouais, Et que donc forcément, on va aller chercher une complexité dans la codification de son contact, plus on va finalement avancer en équitation. C'est ouais, un peu comme ça que ça marche. Quand on est sur une codification qui est très légère, parce que bah, pour l'instant, on sait que tourner vite fait ouais, et pas trop se faire embarquer par son cheval, avoir beaucoup de technicité sur son embouchure, ouais, on s'en fout. Mais il n'empêche que la base devrait quand même être respectée, quel que soit le niveau du cavalier ou où en est le cheval dans son éducation et l'équitation de manière générale. Donc, un mort qui est adapté, de la bonne taille, qui dégage suffisamment la langue, un bridon qui, pareil, est adapté, où les pièces sont réglées de manière à ne contrarier aucune mobilité, ni des oreilles autour de la tétière, ni de la mâchoire autour de la muserolle. Euh, Ça, c'est la base. ouais, C'est ça qu'il faudrait pouvoir adopter, quel que soit le niveau du cavalier et du cheval. ouais, Après, derrière, les considérations techniques vont, oui, venir un petit peu plus avec le temps et avec les besoins, parce que tout le monde ne développe pas non plus ben, forcément les mêmes besoins. C'est pas forcément un automatisme de passer sur des outils plus techniques au fil de son évolution. Euh, ouais, Moi, j'ai eu en suivi des cavaliers de dressage qui bah, sortent en Grand Prix, en bride, parce que bah, c'est obligé. Et à la maison, bah, ils sont en mort simple parce qu'en fait, tout est géré par leur assiette. Ils ont et une ouais, super assiette qui est super développée, une réponse aux jambes qui est cordeau. Et du coup, les mains, elles deviennent un peu... bon, il n'y a plus trop besoin de beaucoup de dissociation, il n'y a pas trop besoin trop de vitesse. C'est compensé par d'autres choses. Et donc, le mort, s'il n'est pas très technique, bah, c'est pas très grave. ouais, C'est fait autrement. Donc voilà, c'est pas forcément un automatisme, mais dans la logique, oui, effectivement, si à un moment on se rend compte que bah, techniquement on est un peu bloqué, on aimerait aller un peu plus loin, on a un petit peu plus de difficultés, là, ça peut être intéressant de faire varier la technicité de son équipement. ok, trop cool. Merci, Laetitia. Bah, On pourrait parler encore des heures, mais on va s'arrêter je là. pense, oui. Podcast en 8 épisodes. Du coup, j'ai une question rituelle que j'aime bien poser à la fin de l'épisode, c'est, mais que j'ai un peu changé spécialement là aujourd'hui. D'accord. Si jamais tu voulais que les personnes qui nous écoutent retiennent un truc de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ouais. Ça peut être un truc un peu général. Hmm. Un truc, genre une information cruciale. euh, J'hésite. En fait, j'hésite entre deux informations Vas-y, cruciales. vas-y, je t'autorise deux C'est informations. vrai. Ah, super. Bah, la première, ça serait de dégager un maximum de place pour la langue. Voilà. Ouais, Ça, c'est le premier truc qui est vraiment crucial parce que la langue, vous l'apprendrez en allant lire le Grand Guide des embouchures. ouais, Mais elle est accrochée à un ensemble de petits os et cartilages qui s'appelle le processus yoïdien.
qui est appendu entre les mâchoires du cheval. Et sur ce même processus, il y a tous les gros muscles de la chaîne posturale antérieure qui viennent s'accrocher, qui sont eux-mêmes reliés à la chaîne posturale postérieure. Ouais. Euh, et du coup, si on bloque le mouvement de la langue, parce que le mort est trop encombrant, parce que, il ne le dégage pas assez, parce que la muserolle est trop serrée, parce que X ou Y raison, eh ben on vient en fait verrouiller la liberté, les degrés de liberté de la chaîne posturale antérieure, et on vient dégrader très fortement la locomotion du cheval. Ouais. Et pour avoir un petit peu plus de 500 couples à mon actif, Ouais. je suis en capacité de dire que la très grande majorité du temps, le problème, c'est le dégagement de la langue. Ok. Et qu'avec ça, on règle la plupart des autres soucis. Et la deuxième information cruciale, puisque j'ai droit à deux, c'est que un mort bien réglé ne doit jamais toucher les dents. Ouais. Voilà, règle immuable. Les dents du cheval sont extrêmement sensibles, plus sensibles que les nôtres, ce qui est dû en partie à leur composition. Et donc, le mort ne doit pas entrer en contact avec elles. Voilà. Et si c'est le cas, ou s'il y a besoin de faire de la place sur les dents pour le mort, c'est qu'on a un problème, soit de choix du mort, soit de réglage du mort, soit les deux. Ouais. Et encore une fois, pour apprendre à faire tous ces réglages, il y a tout un chapitre qui est Ouais. consacré dans le grand livre. Trop bien. Merci Laetitia. Avec Euh, plaisir. du coup, pour d'un point de vue un peu plus contact, Mhm. tu parlais de toi en tant que conseillère en ergonomie du matériel. Euh, tu en as parlé au passé, il me semble. Donc toi, Oui, tu ne pratiques plus, tu n'es plus sur le terrain, c'est ça? non, 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 Ok. Donc si jamais on est dans la région de Toulouse, parce que c'est de là que tu es, et exactement. et qu'on a besoin de faire intervenir quelqu'un, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir, j'en sais rien, les coordonnées Oui, des alors tuteurs ou quoi? déjà sur mes réseaux sociaux, il y a un Ouais. post qui présente trois personnes que j'ai formées donc à ma méthodologie, dont une est sur le secteur toulousain, donc Ok. Et depuis 10 ans. les deux autres sont ailleurs, du Oui, coup? alors il Ouais. y en a une qui ne fait pas de consultation en beat fitting, qui Ok. est cavalière et enseignante d'équitation et qui s'est formée. Et ça me permettait, moi, d'avoir quelqu'un d'un peu extérieur pour apprécier aussi de la formation. Ouais. Mais l'autre personne, du coup, est en Belgique. Ok. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en Belgique sur ces dernières années, un peu partout en Europe, en fait. Ok. Donc voilà, ça me semblait intéressant d'avoir aussi quelqu'un en Belgique, du coup. Trop bien. Eh bien, du coup, dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu parlais de tes réseaux sociaux. Oui, alors en tapant Ergo Ekin, Ouais. on tombe sur Instagram et sur Facebook. C'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis. Et pour aller consulter le grand guide des embauchures, il y a plusieurs solutions. Il y a un QR code sur les réseaux sociaux Ouais. qu'on peut lire. Sinon, on peut taper tout simplement Bitfitting dans sa barre de recherche et normalement, on tombe directement sur le grand guide. Génial. Et la troisième façon de faire, c'est de taper les 3 w.bit-du-6 fitting.fr et on tombe directement sur le grand guide des embaucheurs. Trop bien, trop cool. Et ben, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, les gens n'auront Super, plus qu'à cliquer dessus. Euh, trop cool. trop bien. Eh ben, écoute, Laetitia, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben, merci à toi de m'avoir accueilli dans ton podcast. Ça m'a Eh fait ben, très plaisir. ouais, bah écoute, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Et puis du coup, je réitère, moi, j'ai vraiment lu. Et pourtant, j'ai l'impression de faire partie de ceux qui ont un peu de connaissances. Euh, et, et vraiment, il y a à la fois énormément de connaissances sur ce grand guide et à la fois, ça me semble hyper accessible. Donc, le vocabulaire, la façon dont tu vulgarises les choses sont hyper accessibles. Donc, si jamais les auditeurs, vous qui nous écoutez, vous êtes intéressés par tous les sujets qu'on a développés aujourd'hui, je vous conseille grandement d'aller vous promener sur le grand guide pour avoir un peu plus d'infos et de connaissances là-dessus. Trop bien.
Eh ben Laetitia, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Eh ben, merci, toi aussi. Au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. J'ai aimé l'enregistrer. Je l'ai trouvé hyper intéressant. Merci à Laetitia de nous avoir accordé du temps. J'espère que cet épisode, il vous a donné envie de courir pour lire ce fameux grand guide des embouchures. Si c'est le cas, le lien est dans la description de l'épisode de podcast. Et venez aussi nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé et ce que vous retenez de cet épisode d'aujourd'hui. Si jamais vous aimez le podcast et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller le soutenir en lui mettant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et surtout, si vous avez envie d'être au courant des prochaines sorties d'épisodes, foncez vous abonner. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!